14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous avons abordé le sujet du bonheur hier et on a bien vu que l'enfance jouait son rôle dans notre capacité à être heureux. Et alors justement, aujourd'hui, je vous propose d'évoquer l'enfance et ces 2 éléments essentiels dont tout enfant devrait pouvoir bénéficier. L'amour et la sécurité. Ce sont en effet ces 2 besoins essentiels qui, s'ils ont été manquants, plus ou moins bien sûr, vont provoquer des peurs qui seront difficiles à surmonter plus tard lorsqu'on devient adulte. Alors bien sûr, dans le domaine amoureux, ces peurs sont très présentes. On sait le nombre de personnes qui ont peur d'aimer, qui ont peur de s'engager, qui ont peur d'être quittées, qui ont peur d'être abandonnées, qui ont peur d'être trompées. Enfin, je peux faire 2 heures comme ça si je voulais. Bon, bref, mais ça peut provoquer des peurs également dans d'autres domaines, notamment dans le domaine professionnel, la peur de réussir, la peur de ne pas y arriver, etc., etc. Mais, et c'est peut-être ça la bonne nouvelle, on peut s'en sortir. C'est d'ailleurs ce qu'a su faire Samuel Dock, parce qu'il l'a raconté dans ce livre, L'enfant thérapeute. Son enfance n'a pas été une enfance de tout repos. Et donc, comme il a connu lui-même cette enfance difficile et qu'aujourd'hui, c'est un adulte responsable, eh bien, il va pouvoir vous aider à comprendre ce que cela provoque et ce qu'il faut faire pour aller mieux. Alors, si vous avez envie d'aller mieux, malgré une enfance difficile, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Notre programme du jour, la devise « Faire plaisir pour faire plaisir », juste pour faire plaisir, vous comprendrez mieux tout à l'heure. Le Love Conseil, on va parler de plus de plaisir. En sexo, on va parler des perversions sexuelles. Et notre débat du jour, 3 minutes pour convaincre, l'amour est un antidote de la peur. Vrai ou faux, on verra. Samuel Dock, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors, je parlais de votre livre, bien sûr, L'enfant thérapeute aux éditions Plomb, qui m'a donné envie de ce sujet aujourd'hui, un sujet très important, me semble-t-il, et je pense que même si on a eu des parents suffisamment bons, on peut avoir souffert de se sentir pas assez aimé ou pas assez en sécurité. Et puis vous êtes bien sûr psychanalyste et docteur en psychopathologie clinique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet ? Tout d'abord que j'ai été très touché en écoutant votre introduction. Alors bien sûr par votre référence à mon travail sur le livre L'enfant thérapeute, mais aussi parce que vous parlez du lien amoureux. Et je pense à cette phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Un adulte est un enfant gonflé d'âge. On ne cesse jamais vraiment, totalement d'être un enfant. Et nos manières d'être enfant se réactualisent dans nos liens aux autres. Et ces blessures de l'enfance, on ne les enterre pas, à moins bien sûr d'essayer de les refouler, on les emmène. Notamment dans le lien amoureux. Absolument, absolument. Et moi, en consultation, je vois beaucoup de personnes qui sont dans des sentiments d'insécurité, dans des craintes d'abandon immenses, parce qu'ils emmènent avec eux, tout au long de leur vie, ces blessures qui sont survenues dans la prime enfance, parfois entre 0 et 5 ans. Et c'est pour ça que cette émission d'aujourd'hui est importante. Et ce que je voudrais dire aussi, et là ça va peut-être surprendre nos auditeurs, c'est que parfois un excès de soins, c'est-à-dire un parent totalement bon, va aussi générer un sentiment d'insécurité. C'est pour ça que ce serait intéressant qu'aujourd'hui, certains auditeurs puissent aussi nous dire à quel moment leurs parents ont généré en eux un sentiment d'insécurité parce que justement, ils se faisaient trop de soucis, qu'ils étaient trop dans l'anticipation de leurs besoins. Oui, surprotéger un enfant, c'est pas bon non plus. Il faut le laisser s'envoler en quelque sorte. Tout à fait d'accord, et c'est ce qu'on voit avec ces nouveaux gourous de la parentalité dite positive. Alors ça surprend toujours quand je dis ça parce qu'effectivement, vous le rappelez, moi, j'ai vécu une enfance assez douloureuse en raison des violences exercées par mon père et par ma mère. Mais pour autant, je pense qu'on a besoin de limites, malgré tout. Alors mes parents n'ont pas pu m'en donner comme il aurait fallu, pas de manière adaptée. Et pourtant, sans limite, on est tout aussi anxieux que si on en a trop. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une émission complexe qui nous attend, mais j'espère accessible, où on va parler justement de ces seuils. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien dans le lien à ses parents ? À quel moment est-ce qu'ils sont sécurisants ? À quel moment est-ce qu'ils sont insécurisants ? Et quels sont tout simplement les besoins fondamentaux d'un enfant ? Comment être parent ? Voilà. Besoins fondamentaux d'un enfant, c'est ça, quoi. C'est se sentir aimé suffisamment. C'est-à-dire que on sait que les enfants qui ont été élevés en couveuse, par exemple, déjà ont un problème par rapport au lien justement dans la toute prime enfance. Et puis c'est se sentir en sécurité. Et il y a rien de pire. Et ça, je vais le dire peut-être tout de suite. Je sais pas ce que vous en pensez, Samuel Dock. Il y a rien de pire que des parents qui vont punir et
récompensé pour la même chose. Absolument. Cette sorte de manque de repères clairs, c'est bien ou c'est mal. Non, c'est parfois bien, c'est parfois mal pour la même chose. Ça, c'est terriblement dramatique pour des enfants, des très jeunes enfants, hein, bien sûr. Après, Absolument, absolument. Et aussi quand deux parents, par exemple, vont donner des injonctions contradictoires. Absolument. Quand l'un va donner un ordre et l'autre un ordre contraire. Quand l'un va donner une punition et que l'autre va l'annuler. Tout ça, ça crée une grande confusion dans l'esprit d'un enfant. Mais sur l'exemple des couveuses, je pense que ce que vous dites est absolument fondamental, Brigitte, parce que le grand pédiatre Winnicott l'a bien montré, c'est dans la façon d'interagir avec le corps de l'enfant que celui-ci va pouvoir trouver un lest de contenance, de sécurité et de bien-être. C'est-à-dire les tout premiers gestes de tendresse, le pot à pot, tout ça, ça va lester l'enfant et ça lui d'une permet solidité. de trouver ses propres limites de son corps, hein, tout C'est simplement. Il faut bien comprendre que quand on vient au monde, on va se construire dans le regard de l'autre, dans le toucher de l'autre, dans le, Absolument. On se fait pas tout seul, quoi. Non. Le petit moi qu'on croit avoir, il vient de ce que nos parents nous ont donné et apporté. Non ? C'est exact, c'est un état de dépendance. On parle d'un état de dépendance parce qu'on dépend du regard de l'autre, de ses soins, de sa chaleur, de sa tendresse, qui vont nous permettre de développer une vraie enveloppe psychique. Alors bien sûr, les auditeurs qui vont nous appeler s'interrogeront aussi sur que faire quand les choses ont fait défaut. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de montrer avec l'enfant thérapeute, c'est qu'on peut s'en sortir à condition de comprendre pourquoi les parents ont été défaillants à un moment donné. Moi, j'ai beaucoup souffert de la dépression de ma mère et je n'ai pu avancer sur ce sujet et me libérer en fait de sa douleur qu'à partir du moment où j'ai compris les actes de barbarie qu'elle avait vécu en étant enfant. On peut s'en sortir si on se parle, si on se regarde, si on s'écoute et pas si on s'enferme sur une posture où on ne laisse pas aux parents la possibilité de revenir sur les manquements qui ont été les siens. La seule chance de pouvoir s'en sortir, de pouvoir guérir des blessures du passé, et ça vous le dites mieux que personne, Brigitte, c'est le langage. Le langage, absolument, et d'écouter son corps. Absolument. Puisque lui, le corps ne ment jamais. Exactement. Et parfois, c'est le corps qui va nous faire comprendre quelque chose qui ne va pas. Oui. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre des mots dessus, M-O-T, évidemment. Exactement. Et parfois même, certains enfants le sentent. C'est-à-dire que certains parents ne sont pas alignés par rapport à eux-mêmes. Une mère va prendre son enfant dans ses bras, mais elle va être rigide, elle va être froide. Il va le capter, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle allait en continuant à appeler sa copine ou son amant. Malheureusement, ça c'est une grande tendance, Brigitte, que j'observe beaucoup en consultation, hélas. Et j'en suis très fâché, je vais vous dire. C'est pas très bien. fâché. C'est pas bien. Oui, et peut-être qu'une société qui veut s'améliorer devrait prendre plus soin de toute cette enfance maltraitée. Et là aussi, il y a beaucoup à faire. Hein. Je crois qu'il y a 3 ou 4 000 enfants maltraités. On ne trouve pas de famille d'accueil et on les laisse dans les familles maltraitées. Exactement. Il y a beaucoup de choses à dire. Exactement, il y a eu une loi en 2007 qui a été votée aussi, qui a remis l'accent sur les enfants, sur le privilège de l'enfant. Mais le problème, c'est qu'on a oublié que l'adulte avait aussi un grand rôle à jouer, justement, et devait être repositionné au centre de l'échiquier. On essaie de valoriser la parentalité en protection de l'enfance. Il ne s'agit pas de stigmatiser le parent en disant vous faites mal, vous êtes une mauvaise personne, mais parfois de réapprendre ce qui n'est pas un problème de savoir-être, mais de savoir-faire éducatif. Donc ça aussi, je pense qu'on pourrait apporter pas mal de clés aujourd'hui à nos auditeurs. Bon, en tout cas, on va faire notre part, hein, Samuel Doc. Et puis vous aussi, vous allez faire votre part, puisque c'est aussi grâce à vos témoignages qu'on avance tous ensemble. C'est Séverine qu'on retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous pour vous aider à guérir de votre enfance. Merci Séverine de commencer avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Samuel Doc. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien, hein? Oui, on vous entend bien, allez-y. Pardon, excusez-moi. Donc moi, merci de me laisser aussi la parole. C'est un sujet qui me parle beaucoup aujourd'hui parce que j'ai, comme le disait Samuel en introduction, quand on n'a pas travaillé sur des blessures, ça nous suit, on va dire, tout le chemin de notre vie. Pour ma part, alors j'ai pas eu le sentiment quand j'étais enfant d'avoir été éduquée dans le manque d'insécurité ou le manque d'amour. Mais pour autant, toute adolescente que j'ai été, à partir de l'âge de 9-10 ans, j'ai commencé à avoir plein de petits bobos, on va dire, sur le corps. Rien de méchant, rien de grave.
mais des choses qui m'ont bien embêtée toute l'adolescence et jusqu'à encore parfois même aujourd'hui, j'ai envie de dire, même si aujourd'hui ça s'est quand même bien atténué. Et, vous avez quel âge aujourd'hui, Séverine? 49 ans. D'accord, ok. Donc oui, ça date. Non, mais c'était juste pour situer à peu près, oui. Ouais. Alors, de l'âge de 10 à 20 ans, j'ai eu énormément de petits soucis de santé. Quand je dis énormément, c'est pas rien de grave du tout, mais tout le temps embêté. Je me fracturais régulièrement les membres. J'avais des problèmes de dos, j'avais beaucoup de lumbago, beaucoup de sciatique. Énormément Ah oui, mais qui sont d'abord, c'est pas si bénin que ça, Séverine, et ensuite ce sont des maux du corps qui à cet âge-là ne devraient pas arriver. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez marquant. Hein. Ouais, voilà, mais encore. Donc quand on est enfant et adolescent, j'ai envie de dire, pour ma part en tout cas, bien sûr, on ne comprend pas. J'avais pas conscience de tout ça en fait. Et puis à l'âge de 32 ans, j'ai rencontré un homme qui malheureusement m'a fait sombrer un peu dans le côté négatif, on va dire, entre guillemets malheureusement et peut-être heureusement aussi, parce que c'est aussi en le rencontrant que j'ai pris contact avec des thérapeutes pour essayer d'avancer et m'en sortir. Et j'ai pris conscience de tout ce qui était de ma vie et de ma vie, parce que j'ai vécu toute ma vie dans la peur. Comme toujours, ayant eu une enfance un peu désastreuse, on tombe sur un homme un peu désastreux, hein, on va simplifier. Et comme à un moment donné, trop c'est trop, la coupe est pleine et vous craquez. Et à ce moment-là, vous allez vous faire aider, et heureusement. Et c'est là où vous découvrez que ça vient de l'enfance, hein, c'est ça en gros Ça, oui. Donc, attention Séverine, parce qu'on est en train de vous perdre un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes dans un endroit où ça capte pas très bien. Oui, si ça va là. C'est parce que j'ai enlevé j'étais branchée avec la voiture, pardon. Donc, je viens de l'enlever. Il n'y a pas de souci. D'accord. Vous êtes à l'arrêt, j'espère. Oui, je suis à l'arrêt, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, je suis sur un parking. Ça va. Rassurez-vous, tout va bien. Voilà. Mais j'ai vécu, c'est ce que je voulais témoigner, et puis dire encore. Alors, aujourd'hui, effectivement, j'ai quand même bien travaillé, bien avancé, hein, mais j'ai vécu toute ma vie sans comprendre au départ pourquoi. Je vivais dans une peur d'être abandonnée. Tout à l'heure, justement, vous disiez que on était, quand on avait des manques, une insécurité ou un manque d'amour ou autre pendant l'éducation, ça pouvait se traduire par des peurs. Et ce qui a été mon cas, hein. Donc toute ma vie j'ai vécu avec la peur d'être abandonnée. Je ne savais pas d'où ça venait, hein. Je ne comprenais pas, puisque pour moi j'étais éduquée avec mes parents, mon père, ma mère, tout était entre guillemets le cadre familial paraissait de premier abord normal, quoi, voilà. Mais tout ce que vous dites est absolument fondamental, et puis surtout ça va pas de soi. C'est-à-dire que parfois, et ça je le vois avec mes patients en consultation, c'est tout un travail d'archéologie par la parole qui va permettre aux patients de se rendre compte que les choses n'étaient pas si lisibles, pas si claires en matière de soins lorsqu'ils étaient enfants. Première chose, donc ça c'est absolument génial que vous puissiez le dire à nos auditeurs. Et deuxièmement, sur le somatique et sur ce corps qui prend le relais d'une parole qui ne peut pas être entendue autrement. Moi, c'est vraiment une chose que j'ai vécue aussi et que je raconte dans l'enfant thérapeute, c'est-à-dire que moi c'est pareil, hein, j'avais des fractures, je me suis fracturé 3 fois la cheville, le corps se met à parler, et ça parle de l'impossibilité de vivre ce corps parce qu'il a été peu investi, parce qu'il a été peu stimulé. Le corps devient une sorte de parchemin où on écrit notre histoire douloureuse. Vous voyez ? Oui, je comprends, ouais. Et bien sûr, et ça Brigitte l'a très bien nommé, quand on rencontre un homme par la suite, il se peut que ça devienne un trauma qui vient réveiller en fait le premier trauma. Un trauma n'existe jamais seul, il a toujours besoin d'une sorte d'amorce et de rappel plus tard. Et ça je l'entends très distinctement dans votre propos. Qu'est-ce que ça a donné avec cet homme par la suite, Séverine ? On a vécu ensemble, on a eu une histoire pendant 5 ans. Et puis on a fini par se séparer. J'ai réussi parce que j'avais beaucoup de mal à en sortir pour moi. Hein. C'était quelque chose que je vivais vraiment très très difficilement. Et grâce à la thérapie, en fait, une psychologue qui m'a aidé à me faire qui m'a aidé à ouvrir les yeux, en fait, à voir que ce que je vivais c'était absolument pas normal, quoi. À prendre soin de vous.
Oui, voilà, et à m'aimer, parce que c'était ça mon gros problème. C'était que je m'aimais absolument pas, et que j'avais pas le mérite d'être aimée non plus. Donc ça a été vraiment un gros travail, alors avec des étapes très difficiles. Mais vous savez, Séverine, c'est quelque chose que je répète souvent, hein, qu'il faut d'abord s'aimer, mais si on n'a pas été suffisamment aimé, comment on peut s'aimer ? Faut aussi à un moment donné qu'on entende ça. Alors c'est pour ça que moi parfois je suis pour dire que le sexe est aussi un réparateur d'amour. Parfois, et c'est peut-être pour ça que les hommes s'en sortent souvent mieux que les femmes, parce qu'ils vont plus naturellement aller dans du sexe, et le jouir grâce à quelqu'un, ça apporte un peu d'amour pour soi. Oui, alors je me rends compte là aujourd'hui effectivement. Mais bon, après, c'est pas évident de se rendre compte qu'on n'a peut-être pas été aimé alors comme on l'aurait souhaité, évidemment. Hein, c'est très douloureux de s'en rendre compte, parce que un parent a un côté figure divine dans le regard de son enfant, et que si le parent n'aime pas son enfant ou le rejette, l'enfant va considérer qu'il le mérite, puisque la personne qui a l'autorité, qui s'occupe de lui, doit savoir ce qui est bon pour lui et doit savoir ce qu'il mérite. Et ça, c'est très dur. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps. J'en parle d'enfant thérapeute pour pouvoir me libérer en fait de ce sentiment de culpabilité d'exister que j'avais. Donc oui, ce que vous dites là encore, Séverine, est absolument fondamental. Oui. Alors il faut juste se dire une chose, et je vous le dis à vous, Séverine, mais je pense que ça vous l'avez compris. C'est pas qu'ils ne vous ont pas aimé, c'est qu'ils n'ont pas pu vous aimer comme vous aviez besoin d'être aimé. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, hein. tout à fait. Oui. Alors ça, je l'ai compris effectivement. Maintenant, ça va. Voilà. Mais et alors après, ça ne les excuse pas. Ça ne les excuse en rien. Hein. Moi, je suis pas. Je dis pas qu'il faudrait donner un permis d'être parent, mais je suis pas pour rendre les parents non responsables. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce que ça c'est leur propre histoire. Et c'est ce que disait très justement Samuel. C'est comprenant leur propre histoire qu'on comprend qu'ils n'ont pas pu, et que donc c'est pas parce qu'on n'est pas aimable qu'ils nous ont pas aimés, c'est parce qu'ils n'ont pas pu, et ça fait toute la différence. Et donc on peut enfin se dire qu'on est quelqu'un d'aimable. Ils sont vivants, vos parents, Séverine ? Oui, et là justement j'allais vous dire, j'ai eu une partie de leur histoire il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an à peu près. Il y a eu une période où ça a été dur, et pendant 3 ans je leur ai quasiment plus je leur ai plus parlé du tout. C'était récent, hein, donc là il y a 1 an et demi maintenant que je leur reparle, et justement je me suis aussi moi de mon côté du coup un peu ouverte, et leur ai expliqué ce que je faisais, ce que j'entamais, et j'ai eu du coup une partie de leur histoire aussi en fait, et ça permet vraiment, pour moi, d'avancer en tout cas, parce que accepter, prendre conscience que nos parents ne nous ont pas aimés comme on l'aurait aimé, c'est pas facile. Mais une fois qu'on a leur histoire, effectivement, je reconnais, et si je peux témoigner et puis aider d'autres personnes. J'ai encore du chemin à faire. Hein. Je suis pas encore arrivée au bout. Je crois que mais on n'arrive jamais au bout, Séverine. Ce qui compte, c'est de démarrer le chemin. C'est le voyage. Mais c'est ça, voilà. Mais effectivement, le fait de comprendre leur histoire, je le vis moi aussi mieux, et j'accepte différemment les choses. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose aussi, mais même si parfois il y a encore des petits passages, hein, on va dire. À se poser des questions, et pourquoi, mais et vous comment êtes jeune, vous êtes Séverine, vous êtes jeune, vous avez même pas fait la moitié de votre vie, donc ça va, hein, vous avez le temps de continuer à grandir. Ça va. Je continue sur le chemin, en tout cas, j'y crois, parce que c'est vraiment un changement de vie qui est quand même bien c'est chouette, hein, c'est chouette de travailler sur soi et de découvrir. Je le souhaite à beaucoup de monde, en tout cas. Eh bien, continuez. Merci beaucoup. Merci à vous, Séverine, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Plus de plaisir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Samuel Doc, je vous propose plus de plaisir. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes, elles ont une fâcheuse tendance à cultiver la tristesse. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt joyeux, coquins, etc. Et c'est vrai que les émotions, ça peut se cultiver, et la joie peut se cultiver. Par exemple, la musique, ça a un effet bénéfique sur notre humeur. Donc, pourquoi pas s'écouter des chansons, des musiques gaies, plutôt que d'écouter des infos qui forcément
vont déprimer quand on écoute les infos. Hein, quoi qu'il en soit, on nous annonce de toute façon toujours des mauvaises nouvelles. Hein, vous êtes bien d'accord. De même, il y a des activités qui sont positives. Par exemple, faire la cuisine, des choses qu'on apprécie, ou faire de la cuisine pour quelqu'un, c'est quelque chose qui va nous donner plutôt de la joie. Donc, choisissez des choses simples, ne restez pas passif, inactif, et apprenez à visualiser les zones, les occupations de confort et celles d'inconfort, afin de privilégier plutôt celles qui vous font du bien. Et puis, faites le tri aussi autour de vous. Il y a quand même toujours autour de nous une ou deux personnes qu'on continue à voir par habitude, parce que c'est de la famille, et ce sont des personnes qui nous dépriment, qui ont tendance à profiter un peu de nous. Et ben faites le tri, faites un petit peu le tri. Je dis pas qu'il faut plus voir quelqu'un de sa famille sous prétexte qu'elle nous déprime, mais on peut espacer un petit peu. Bref, travaillez sur votre emploi du temps. Il y a une chose qui est sûre, on a tous 24 heures par jour. C'est ce qu'on va en faire qui va faire qu'on va cultiver la joie ou qu'on va cultiver la tristesse. Et l'action nous donne, nous met en joie, nous met en action forcément, et anime notre élan vital. Donc pensez à ça, et plus vous mettrez en joie, plus vous serez apte à être dans le plaisir. Eh ben oui, je suis tout à fait d'accord. Et alors, petit conseil aussi aux auditeurs, mangez des œufs durs et du lait, puisque ça contient de la tryptophane qui sert à produire la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. Donc ça passe aussi par l'aliment. Des œufs durs et du lait, exactement. Les produits laitiers, le tryptophane qui est un enzyme. Et le chocolat, c'est... Ah mais le chocolat, sans chocolat, que faire? Oui, c'est riche en magnésium. Allez-y, mangez du chocolat noir. D'accord. Bon. Linda nous rejoint maintenant. Bonjour Linda. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel Doc. Ah bonjour Linda. Merci d'être avec nous. Donc vous avez beaucoup souffert de cette blessure d'abandon, de rejet, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu une enfance compliquée. J'en garde peu de souvenirs. C'est assez déroutant par rapport à ça. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai un papa qui donne pas beaucoup d'affection, et de l'autre côté une maman qui est dans une blessure profonde d'abandon, et qui du coup est dans une dépendance affective, et du coup moi j'ai dû me retrouver entre deux à devoir gérer ça, et voilà aussi un traumatisme d'abus dans l'enfance, et tout ça mis bout à bout, ça fait que c'est assez compliqué de se dépatouiller de tout ça, pour tout dire. Vous voulez dire que votre mère vous était un petit peu, vous prenez sous emprise en quelque sorte, tellement elle avait besoin de vous? Oui, c'est ça. Elle était et elle l'est toujours. Hein, mais aujourd'hui, j'ai réussi à mettre de la distance, mais très 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 étouffante, quoi. Ça revient à ce que vous disiez, Samuel, le trop est l'ennemi du bien. Hein. Oui, absolument. Surtout, Linda, que face à ce type de parents, moi j'ai une mère aussi dans les mêmes configurations que la vôtre, si je puis dire, on peut être tenté justement de jouer l'enfant thérapeute, c'est-à-dire de vouloir combler son manque, de vouloir réparer sa blessure et de se positionner en tant que soignant, alors que ce n'est pas le rôle d'un enfant, et que là encore, comme on va échouer, ça va générer un sentiment de culpabilité et parfois même des représailles parentales. C'est-à-dire que ces parents qui recherchent la fusion peuvent être extrêmement violents, culpabilisants, durs en contrepartie. Est-ce que ça a été votre cas ou pas du tout? Est-ce qu'il y avait cet aspect où elle se déprimait à des moments? Oui, ma mère est dans une dépression profonde, et moi, effectivement, j'ai eu ce rôle. J'ai senti ça, où je devais l'aider et l'accompagner dans ses souffrances. Et en fait, moi, par moment, j'ai intégré en moi-même que je ne l'avais pas sauvé, parce qu'avec mon père, il se disputait énormément, il y a déjà eu des violences. Et pour le coup, moi, comme je suis l'enfant aîné, j'ai eu l'impression de devoir la sauver, et à des moments, quand j'étais moi adolescente, les rôles étaient inversés. Absolument. Pour le coup, c'était moi qui étais le parent de ma maman, et à un moment, j'ai eu besoin de mettre de la distance, et aujourd'hui, j'habite loin de mes parents. Et c'est pour ces raisons-là, effectivement, oui. Ah bah tout comme vous. Vous voyez, moi je me reconnais totalement dans votre témoignage. Je pense vraiment que vous étiez enfant thérapeute, hein. C'est vraiment ça. Et tout comme vous, j'ai mis des dizaines de centaines de kilomètres entre mes parents et moi pour pouvoir m'en sortir. Il n'y a qu'à cette condition-là qu'on peut retrouver une vie personnelle. Et ce qui est pire pour Linda, si je peux me permettre, Samuel Doc, c'est que Linda, c'est une femme, et pour se construire en tant que femme, il faut s'éloigner de sa mère, et c'est d'autant plus compliqué quand vous vous sentez obligé de vous occuper
occuper de votre mère. Donc je ne sais pas comment vous avez fait, Linda, pour à un moment donné devenir la femme que vous avez envie d'être et pas l'infirmière de votre mère, quoi. Ben, en fait, ça a été très difficile. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé de mettre de la distance, mais j'ai été obligée parce qu'à un moment donné, en fait, mes parents n'ont pas d'amis. Et donc, pour le coup, quand ils avaient besoin de se confier, c'était à moi. En fait, je suis la seule fille, j'ai 2 petits frères. Et du coup, moi, je me suis retrouvée un peu dans cette position-là. Et un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas. Et donc, j'ai commencé à mettre déjà de la distance où j'appelais moins souvent, où je venais moins souvent. Oui, bien sûr. Vous êtes protégée, bien sûr, c'est bien. Mais en même temps, on se protège, mais on se fait du mal aussi. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, non seulement vous culpabilisez, ensuite, vous vous sentez quand même obligé de les appeler. Et donc c'est un va-et-vient, si je puis dire, continu qui détruit aussi beaucoup. Oui, tout à fait, je vous confirme. En fait, c'est sûr que moi, pendant longtemps, elle me disait, mais je te donne des conseils, mais c'est pour toi. Et en fait, moi, dans ma vie d'adulte, je me dis, mais j'ai pas besoin. Et elle a toujours voulu être ma meilleure amie. Sauf que, en fait, moi, j'ai réussi, après des années et des années, à construire des relations amicales différentes du lien que j'avais avec ma mère, mais il m'a fallu des années de thérapie, des années où j'ai dû me reconstruire, parce que elle a le sentiment qu'elle fait bien les choses, qu'elle est présente, mais c'est le cas de mon papa aussi. Ils ont l'impression qu'ils font bien les choses. Sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure, Samuel, ils étaient dans la culpabilisation de pourquoi tu fais ci et pas ça, et pourquoi tu vis comme ci, et pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu es avec telle personne. Et en fait, est-ce que vous vous sentez... est-ce que vous avez dépassé ce lien de loyauté, de vous sentir bien, vous, malgré que votre mère ne se sente pas bien? Alors, aujourd'hui, je commence enfin à y arriver. À dire quand je sens que c'est dans le jugement ou autre, à dire stop, mais c'est toujours de toute façon c'est toi qui es méchante, de toute façon tu me parles mal, jamais personne ne m'a parlé comme ça, tu dois pas me parler comme ça, je suis ta mère. J'essaye de prendre beaucoup de recul, ça commence à aller mieux, mais effectivement ça fait 10 ans moi que je fais de la thérapie sur plein de sujets, et notamment celui du lien à la mère, parce que il est très fort et j'ai besoin moi aujourd'hui pour faire ma vie de sortir de ça. Oui, et apprendre à dire non justement, et apprendre à refuser la place à laquelle on cherche à vous assigner. Voilà, c'est s'offrir sa propre liberté d'être et d'agir. C'est ça, et autant j'ai un papa qui est très effacé, qui recommence un petit peu à prendre de la place, mais oui, une maman qui prend vraiment énormément de place, et pour le coup c'est vraiment un travail au quotidien de dire non, là je suis pas d'accord, et vous avez toujours cette culpabilité de vous dire mais le jour où il leur arrivera quelque chose, et en même temps je me dis mais la distance me fait énormément bien. Il y a aujourd'hui 700 km qui me séparent de mes parents. Oui, Linda, mais ça c'est une distance géographique. Je pense que dans votre témoignage, j'entends que vous n'avez pas encore su mettre la distance qu'il faut. Je crois que ce qu'il faut que vous vous répétiez, même si vous êtes en thérapie et qu'on vous l'a certainement dit, votre mère veut vous garder sous emprise. Et toute emprise, quelle qu'elle soit, n'est jamais bonne. Donc vous n'avez pas à rester vous n'avez pas à accepter son emprise. Et c'est peut-être votre mère, mais pour l'instant, je dirais plutôt que c'est votre génitrice. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Et en fait, ces relations d'emprise, on les reproduit avec d'autres personnes. Oui. Et aujourd'hui, je sens que j'ai fait du chemin. Mais effectivement, qu'il y a besoin de continuer à poser ce que vous dites, Brigitte. Oui, effectivement. Moi, je pense que ce qui peut vous aider, toute seule, là, comme ça, tranquillement, laissez votre imaginaire un petit peu vagabonder et essayez de trouver quels sont vos vrais désirs en tant que femme. Et c'est ça qui va vous aider à pouvoir sortir de l'emprise de votre mère, parce que vous savez, c'est l'image de la toile d'araignée que tout le monde connaît. C'est le symbolique de la mère qui est dans l'emprise de son enfant. Et pour s'échapper de cette toile d'araignée, il faut trouver vos vrais désirs, votre propre élan vital à vous.
Et Oui, parce que oui, je j'ai vous en le prie. sentiment que, en fait, moi, la relation que ma mère veut m'imposer, on va dire, c'est pas la même que celle qu'elle a avec mes frères. Moi, si j'appelle pas toutes les semaines, c'est un drame. Mes frères, des fois, ils donnent pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois. Bon, bah tant pis, quoi. Mais vous Donc, savez, Linda, je sais de quoi je parle. Une mère qui voit sa fille faire ce qu'elle ne voulait pas que sa fille fasse, ça la renvoie à ce qu'elle a raté. Mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Ben oui, Parce mais que c'est son il y a problème, plein de c'est choses pas le que- vôtre. Absolument. que c'est, oui. Effectivement, voilà, les parents n'ont pas fait d'études, ils nous ont poussés à faire des études. Enfin, il y a vraiment beaucoup de pression sur plein de sujets où eux n'ont pas réussi et où ils nous ont dit, ils nous ont poussé, et des fois ça a été la catastrophe, quoi. Je compléterai ce qu'a dit Brigitte quand elle parle, et elle a raison de le faire, des lieux du plaisir que vous pouvez trouver, en réfléchissant aussi à ce que vous avez bâti dans votre vie et quels seraient les motifs de fierté qui peuvent être les vôtres. Qu'est-ce que vous avez construit comme appui, comme étayage, comme passion, comme formation, comme amitié que vous avez réussi à arracher à cette histoire familiale douloureuse. Vous voyez, il y a des accomplissements, je l'entends en vous écoutant, que vous êtes parvenu à mener et qui n'appartiennent qu'à vous. Et ça, vous voyez, ça peut être renarcissisant et ça permet déjà de reprendre un petit peu confiance en soi et surtout d'exister en tant que sujet singulier, parce que vous êtes singulière. Vous voyez, vous n'êtes pas le produit de votre mère. Bah, écoutez, je pensais que j'avais un peu dépassé tout ça, mais en discutant avec vous et en entendant vos retours, effectivement, j'ai encore du chemin à faire, oui. C'est un voyage. Parfois, on revient un peu à notre port d'attache et puis après, on repart. Vous voyez, c'est jamais un absolu, la vérité de soi-même. Mais vous avez démarré le voyage, puis vous continuerez, et tant mieux si on vous a fait gagner une étape. Hein. Voilà, c'est ça. Et vogue la galère. Et puis voilà. Merci beaucoup, Linda. Merci à vous. infiniment. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec Samuel Dogue, bien sûr. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous. Vous êtes évidemment thérapeute, psychanalyste et nous évoquons les ravages de l'enfance et comment devenir adulte, bien sûr, et aller mieux. Avec vous, bien sûr, sur Sud Radio au 0826 300 300 et avec Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Brigitte et Samuel Doc. Bonjour. Alors, vous grandi dans une famille d'accueil, hein, c'est ça? Alors, j'ai tout un parcours de foyer, famille d'accueil. Donc, l'insécurité... Déjà, si vous avez été en famille d'accueil, c'est qu'au départ, c'est pas une famille très sécurisante qui vous a mis au monde. Non, c'est clair. Vous aviez quel âge lors du premier placement? J'étais bébé, j'avais 9 mois, je crois. Ah oui, non. Oui. Donc, l'insécurité, elle est dans mon être, en fait. Voilà. Et dans votre ADN, hein, oui. Ah, mais là, c'est clair. Donc voilà, pour se construire, après, c'est pas évident. Oui. On traîne ça tout au long de sa vie. Hein. Et donc, 9 mois, la première famille d'accueil, et quel âge quand on vous change de cette première famille d'accueil? En fait, j'ai passé par un foyer de l'enfance, donc un foyer transitoire. Oui. Pour aller dans une autre famille d'accueil, ça a eu un problème de santé, donc rebelote dans un autre foyer. Enfin, mon enfance et adolescence a été faite que de ça. Oui, et ça c'est très dur parce qu'un enfant a besoin d'un sentiment de continuité d'être et de continuité des figures d'attachement. Bien sûr, comme vous dites Corinne, de repères. Moi j'ai beaucoup travaillé dans la protection de l'enfance, donc je connais très bien ce sujet et oui, je suis de tout cœur avec vous. Continuez. Donc du coup, difficile de se construire parce que, honnêtement, parce qu'on a besoin d'attention et plus que d'autres, je pense, parce qu'on cherche à attirer l'attention de tout le monde. Ça a été tout au long de mon cheminement, de mon chemin, où j'ai voulu qu'on fasse attention à moi. J'avais aucune reconnaissance, rien. Donc le manque affectif ou l'insécurité, du coup, c'est que j'étais rien rien pour moi, aux yeux des autres en fait.
Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si, c'est très clair. Est-ce que vous avez souffert de difficultés psychologiques à la suite de ces différents arrachements, autres que l'abandon? Oui. Des angoisses, de la dépression, des addictions. Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur vous? Voilà, je pose la question en ayant la réponse. Non, à part la cigarette, malheureusement. Ah bah quand même. Ouais. J'ai encore ça va parce que bon, j'ai fait des petites bêtises, mais je suis pas rentrée dedans. Oui, mais la cigarette, c'est quand même d'abord c'est une addiction sur le plan de la santé qui est une des addictions les plus nocives. Il y a un problème de santé vis-à-vis de ça, de toute façon. Bon, et puis c'est un doudou permanent, la cigarette. Donc il faut aussi comprendre que quand on ne sait pas arrêter la cigarette, c'est parce qu'il y a quelque chose encore qui est à réparer. Et bien sûr qu'on peut se faire aider sur le plan de l'addiction, mais on peut aussi se faire aider sur le plan psychologique. Oui. Voilà. Tout à fait. Et donc, tout le long, en fait, jusqu'à là maintenant, j'avais pas conscience réellement de tout ça. Je m'étais pas penchée sur moi-même. M''AIME, je préfère le préciser parce que voilà, je parle oiseau, le langage des oiseaux. Et qui m'apporte beaucoup. Et grâce à une personne d'ailleurs, une mage que j'ai rencontrée, et c'est une thérapeute et qui me fait énormément de bien. Ah. Oui, ben c'est fondamental. C'est fondamental et voilà, Brigitte a posé la question tout à l'heure de manière ouverte en disant mais finalement qu'est-ce qui permet à une personne de rattraper ces années qui ont pu être meurtries? Et moi je l'observe déjà à travers mon propre parcours que je raconte dans mon livre, mais aussi à travers ce que j'apporte à mes patients, c'est en s'adossant au travail thérapeutique, c'est-à-dire en se rendant compte qu'il existe des personnes bienveillantes, soutenantes, qui vont savoir écouter ce que les parents n'ont pas su écouter, qui vont savoir penser ce qui n'a pas pu être pensé. Et c'est ça la thérapie, c'est de trouver un espace où on redevient soi, où on reconstitue les fragments manquants de sa personnalité, de son identité, et où on retrouve un sentiment de sécurité, de contenance et de soutien. Pas forcément dans l'interprétation, mais dans la posture. J'ajouterais quelque chose qui me paraît assez essentiel sur des personnes, notamment comme vous, Corinne, où on sent que ça a été compliqué de vous sentir exister. Hein, j'ose le mot. Eh bien, je trouve que tout ce qui est de l'ordre de l'art-thérapie et de la nature, et je pense particulièrement notamment aux animaux, permettent alors peut-être pas de guérir, mais permettent de panser les plaies. Et je trouve je trouve dommage qu'aujourd'hui la culture soit un petit peu aussi abandonnée, parce que je pense que je sais pas, par exemple aller faire du théâtre amateur, faire de la sculpture, faire de la peinture, tout ça aide à se sentir, à se créer. Corinne, est-ce que ça vous parle? Totalement vrai. Je fais beaucoup d'écriture. Ah, voilà. J'aime, très bien. Mon exutoire d'écriture. Continuez. C'est fondamental. Voilà. Vous savez, Brigitte, là, vous donne un conseil, mais vraiment précieux. Moi, j'aurais aimé qu'on me le donne quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que écrire, c'est ce qui sauve, c'est ce qui permet de se représenter l'intérieur de soi. L'innommable devient dissible et on se relève petit à petit de ses blessures. L'écriture, c'est pour moi la plus belle forme de thérapie qui existe. Et c'est pour ça que j'ai voulu passer là, aussi avec nous, oui. Voilà, pour être un exutoire. Ça me permet, moi, d'évacuer pour repartir de l'avant, en fait. Me retrouver mon moi intérieur, mon enfant intérieur, comme on dit. Et je suis sûr que vous l'avez fait sans qu'on vous le dise d'ailleurs, parce que moi je me rappelle que quand j'ai commencé à écrire, j'avais aucune autre ressource. On se constitue pour nous les ressources qui font défaut. C'est une manière de survivre. Quand on n'a plus rien, il nous reste le savoir qu'on peut constituer pour nous-mêmes. Ça est notre corps, et c'est pour ça que votre corps a parlé aussi. Le corps et la connaissance, c'est tout ce dont on dispose. Et après, voilà, j'ai rencontré de belles personnes. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'il y a eu cette histoire de Covid, malheureusement. Et ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres personnes. Et j'ai fait des rencontres. Et cette rencontre a été majestueuse. Mais, Brigitte, excusez-moi, mais je sais que vous travaillez avec Trinidad. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et elle vous avait parlé de magie, justement. De magie. Je crois qu'elle vous a envoyé un mail, cette dame. La magie?
Trinidad, c'est une comédienne qui écrit aussi des pièces et qui a notamment écrit et pendant ce temps Simone Veil. Et c'est une femme aussi qui a écrit un spectacle pour que tu t'aimes encore, je crois, ou pour que tu... Oui, c'est... Mais donc c'est pas de la publicité que je fais. Hein, non, mais il y a pas de souci. Moi, j'adore Trinidad et c'est une amie, donc je peux tout à fait parler de Trinidad et je suis ravie si elle vous a aidé aussi, parce que c'est une belle personne. Je suis d'accord. Parce que voilà, c'est. Mais en quoi elle vous a aidé? La magie. Non, c'est pas Trinidad. C'est Trinidad qui connaît une personne, Magie. Ah, d'accord. Ah, elle s'appelle Magie. Magie, voilà. D'accord. Ah, j'ai cru qu'il était question de magie, de science occulte. Et en fait, elle parle le langage des oiseaux et elle est que pensée positive et créatrice. Ah, donc elle est un peu occulte quand même. Eh ben, peut-être que vous pouvez aussi vous lire Marc Vella qui parle beaucoup de langage des oiseaux et qui a créé l'école de la fausse note et qui vous aiderait aussi beaucoup si vous aimez le langage des oiseaux. En tout cas, tout à fait. Vous connaissez, j'imagine, Marc Vella, peut-être? Non, pas du tout, mais le langage des oiseaux, c'est très formateur. Faut expliquer pour nos auditeurs, peut-être, parce que je pense qu'ils doivent être comme moi et pas comprendre s'il faut prendre un apo. Ils ont qu'à chercher. Non, allez-y, je vous en prie. Corinne, le langage des oiseaux. En fait, c'est d'utiliser les mots, l'essentiel, c'est l'essence du ciel. L'essentiel, alors le langage des oiseaux, c'est l'essence du ciel. Ça y est, vous avez pigé? Oui, j'ai pigé, oui, merci beaucoup. Non, parce qu'on peut vous en sortir d'autres. Hein, j'ai compris, c'est un jeu sur les signifiants, en fait. Moi, j'adore le langage des oiseaux. Je l'utilise pas trop, mais... C'est d'utiliser pour mieux être, en fait. J'ai compris. J'ai cru au début qu'il fallait cuiter tout notre sou, mais aucun rapport. C'est un jeu de mots. Voilà, tout à fait. C'est juste les jeux de mots et j'adore ça. Donc, et alors, il y en a un que vous devez aimer, le langage des oiseaux, Corinne, c'est la vie méchante, la vie manchante. Non, je ne le connaissais pas celui-là. Parce que je débute. Voilà, je vous le propose. Je vous le propose. Maintenant, en fait. Oui, écoutez, vous êtes un petit oisillon. Hein, vous êtes un tout petit oisillon qui sort de son nid. Mais chemin faisant, vous allez trouver votre piste. Chemin faisant, c'est un oiseau. Chemin faisant, bien joué. On va pas ouvrir cette voie parce que je sens que je vais me couvrir de ridicule une fois encore. Mais... Non, mais je suis sûre que ça vous amusera beaucoup de découvrir. Je vais découvrir. Bon, merci Corinne, en tout cas de votre bonne humeur, malgré un témoignage qui au départ n'était pas très gai. Et puis continuez, envolez-vous. Hein, envolez-vous. On va continuer bien sûr dans cette deuxième heure parce que c'est important. Hein, et ce que je voulais juste dire, parce que là on a eu 3 témoignages de femmes et les hommes aussi ont des enfances massacrées et on en aura certainement dans la deuxième heure. Ce que je voulais dire aussi, c'est on peut avoir eu des parents plutôt bien et malgré tout avoir été quand même dans ce sentiment d'avoir pas été tout à fait sécurisé, pas tout à fait compris, pas tout à fait aimé. Et donc, on peut aussi, si vous le désirez, venir en parler avec nous, hein, bien sûr. C'est pas nécessaire d'avoir été en foyer d'accueil pour aller mal et mettre du temps à se construire. Très bien dit. Et puis, la petite devinette du jour. Hein, Samuel Cette fois-ci, Doc. je trouverai. Oui, vous pourriez peut-être la trouver, elle est mignonne. C'est une jeune mariée qui fait bouffer des carottes à son jeune mari. Pourquoi elle lui fait bouffer des carottes comme ça tous les jours? Vous pouvez réfléchir et vous me donnerez la réponse après les infos. Sud Radio, votre avis fait la différence. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à évoquer notre enfance. Pourquoi, quand on manque d'affection, de sécurité, on met en place des peurs, de l'anxiété et des croyances, des croyances notamment qu'on n'est pas aimable. On en parle avec Samuel Doc qui est avec nous. Je rappelle le titre de ce livre, L'enfant thérapeute, dans lequel justement vous parlez de votre enfance et vous expliquez comment ce que vous avez vécu et comment on s'en sort et pourquoi vous vous sentiez donc le thérapeute de votre maman qui n'allait franchement pas bien. Et je n'aime pas ce livre parce que dans ce livre vous racontez une histoire horrible avec un chien et ça m'avait fait pleurer. Voilà. Bon, alors justement, la devinette du jour, c'est une jeune mariée qui fait bouffer plein de carottes tous les jours à son jeune mari. Pourquoi ? Pour qu'il lui fasse l'amour comme un lapin. Non, pour lui signaler qu'il baise comme un lapin. Oh, alors
Alors, on me la compte juste. Ah oui, je vous la compte juste. Pour une fois, j'y étais quasiment. Oui, je vous l'accorde. Elle est bonne. Elle est juste. Et puis, on va décoder la devise du jour, faire plaisir, juste pour faire plaisir. Je crois que c'est vraiment important de comprendre que quand on veut faire plaisir à l'autre, il faut pas en attendre quelque chose, parce que sinon, c'est pas faire plaisir, c'est de la manipulation. Complètement vrai. Et donc, il faut être dans un esprit de don, sans rien attendre en retour. Il faut donner juste parce qu'on a envie de donner. Alors, il faut pas non plus faire plaisir parce que c'est un acte de soumission, parce que ça va provoquer de la colère quand on se soumet, qu'on fait plaisir à l'autre et qu'on se soumet. Donc voilà, faut juste on fait plaisir pour faire plaisir. Tellement juste, et c'est très très vrai ce que vous dites. Et je retrouve là cette pensée. Alors certains de vos auditeurs me suivent sur Instagram et suivent mes aventures japonaises, mais je retrouve le Japon en vous écoutant, puisque là-bas, quand on fait un cadeau, l'idée c'est même pas de l'ouvrir, mais c'est de faire un cadeau après d'une valeur légèrement supérieure pour signifier en fait ce don. Donc vous voyez, vous avez une pensée là que je trouve spirituelle et qui me plaît beaucoup. Merci pour ce conseil. Faire plaisir sans attendre en retour le don. Tellement important. Ça, c'est dans une société aussi consumériste que la nôtre. Souvenons-nous-en. Oui, Bravo. C'est important. Oui. Sarah est avec nous. Bonjour Sarah. Bonjour Brigitte, comment allez-vous? Et Samuel. Bonjour Sarah, quel beau prénom. C'est gentil. Alors Sarah, allez-y, on vous écoute, je vous en prie. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant la problématique que vous soulevez, parce que moi j'ai une histoire comme tout le monde, mais c'est très intéressant parce que je suis enseignante et je vois que chaque fois qu'on voit qu'il y a un problème chez un enfant, dès qu'on voit les parents et qu'on apprend d'une façon ou d'une autre que c'est un traumatisme d'enfance. Et c'est vraiment, ça ne rate pas. Alors, je pense qu'on a tous des traumatismes. Moi, je vais vous raconter si vous voulez, mais on a tous des choses comme ça. Moi, j'avais une famille avec un père et une mère qui s'aimaient beaucoup, qui nous ont élevés de manière très traditionnelle, et mon frère avait des difficultés avec mon père, ce qui est normal, et moi des difficultés avec ma mère, ce qui est, je crois, normal aussi. Et dans les deux cas, moi je suis née, ma mère était très occupée, elle l'aimait beaucoup, c'est pas la question, mais elle voulait se prouver par rapport à mon père et tout, elle m'a un peu négligée, enfin voilà. Et mon frère a entendu dans sa jeunesse qu'il n'était pas le garçon que mon père attendait, parce que ma mère a eu la bêtise de répéter constamment qu'il voulait 2 filles, etc. Donc, alors que c'était pas du tout ça, mais ce qu'on a entendu et ce qu'on a senti nous en tant qu'enfants avant 3 ans, c'est qu'on n'était pas l'enfant qu'on attendait, ou qu'on n'était pas là, ou que voilà. Et une fois qu'on a enregistré ça, et on s'en débarrasse pas. Moi, je vois, je suis jamais arrivée à construire une relation avec ma mère, et elle n'y est pas arrivée non plus avec moi. Et mon frère a toujours pensé que mon père ne l'aimait pas et qu'il n'était pas l'enfant alors que c'était pas vrai du tout. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on construit les choses sur des choses qui n'existent pas. Alors, et en même temps, je pense qu'on peut s'en sortir, parce que mon père, lui, était quelqu'un qui avait une vie mais catastrophique et qui était devenu quelqu'un d'incroyable, qui s'était construit quand même en dépit de tout ça. Donc c'est pas évident du tout, parce que il y a le traumatisme, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Est-ce qu'on n'arrive pas à s'en sortir? C'est compliqué. Mais vous voyez, même quand vous parlez très 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 vite, comme s'il fallait rattraper ce temps qui avait été manqué, qui avait été perdu. Mais c'est utile, puisque ça nous permet de parler de la notion d'enfant imaginaire. C'est-à-dire que là, vos parents avaient en tête l'enfant imaginaire, ils n'avaient pas pu en faire le deuil et l'avaient projeté. C'est ça? Un enfant imaginaire. Je sais pas, je crois pas. Je crois que c'est dans les propos. Ils se sont pas rendus compte de ce qu'ils disaient. Oui, mais ce qu'il disait, Sarah, ça faisait écho à un imaginaire, à un fantasme. Il disait pas les choses comme ça par-dessus la jambe. Ça faisait écho à une galaxie psychique profonde. Ça parlait de leur désir profond, leur discours. Peut-être. Enfin, pour ma mère, oui. Pour mon père, je suis pas sûre. Oui, non, vous avez raison. Mais pour mon père, je suis pas sûre. Parce qu'un jour, je sais que j'étais vieille. J'avais au moins 30 ans. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolée. Je sais que je suis pas la fille que tu aurais voulu. Il aurait voulu une fille brune, une fille intelligente. Vous voyez qu'il y avait tous les hommes après elle. Moi, j'étais une intellectuelle, mais je suis nulle dans mes relations avec les hommes. Et donc, je lui ai dit, je suis désolée, papa. À 30 ans, pas de mari, pas d'enfant. C'est un échec quand même. Alors, je lui dis tout ça. Et il me regarde, il me dit, mais t'es complètement idiote. Mais pas du tout, mais moi je t'aime beaucoup tel que t'es, qu'est-ce que tu racontes? Et c'est extraordinaire, je m'étais construite moi-même quelque chose qui n'était même pas réel. Oui, ou peut-être que vous cerniez quelque chose qui lui échappait. Et votre mère alors, sur cet enfant imaginaire? Réfléchissez. Ma mère, c'est compliqué parce que il y a entre mon frère et moi, c'est-à-dire que mon frère
elle voulait projeter sa famille sur mon frère. Elle voulait que mon frère soit de son sang. Et les relations de mon père avec la famille de ma mère étaient compliquées. Donc répéter constamment que mon frère ressemblait à la famille de ma mère n'était pas une bonne idée, mais c'est ce qu'elle faisait. Et avec moi, c'est plus compliqué. C'est que j'avais beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère. Et ma mère est une femme qui est compliquée et elle n'aimait pas. Donc par exemple, quand elle n'arrivait pas à gérer un enfant qui ne faisait pas, qui faisait pas tout ce qu'elle voulait. Voilà, il fallait faire tout ce qu'elle voulait, ma mère. Et moi, Vous n'étiez pas la fille soumise qui restait donc sa fille. Vous étiez rebelle. Je ne suis toujours pas. C'est bien notre sûr, problème bien numéro sûr, un. bien sûr. Elle voulait un clone. Mais les mères, avec leurs filles, veulent un clone. En tout cas, elles veulent la fille qu'elles imaginent, et c'est en ce sens que Samuel Dock a raison. En tant que mère, on veut la fille qu'on imagine, qu'on n'a pas été, être la femme qu'on n'a pas été, etc., etc., etc. On porte en tant que fille des injonctions de la mère, et c'est pour ça que je dis souvent, c'est très compliqué pour une fille de devenir la femme qu'elle a envie d'être, parce que elle a toutes les injonctions de la mère qui veut qu'on devienne la femme qu'elle n'a pas pu être ou qu'elle voudrait être, ou enfin bref. Donc vous voyez bien, Sarah, que quelque part, oui, vous avez souffert d'être un petit peu emprisonnée par un discours maternel, oui. Oui, non, c'est certain. Comme Linda tout à l'heure, quand notre précédente, l'avant-dernière auditrice, c'est la même chose. C'est très dur, ça, vous voyez, ça participe de ce sentiment de sécurité que décrivait Brigitte dans sa belle introduction. Il faut pouvoir se libérer des attentes, des discours parentaux pour devenir soi. Et ça, je pense que c'est important. Oui, mais dans mon cas, je m'en suis libérée parce que j'ai fait tout un travail et je m'en suis libérée. Le problème, c'est que l'attente est toujours la même. Ma mère a 84 ans et moi j'ai 58 ans et elle continue à faire peser sur moi les mêmes exigences. C'est son problème, c'est plus l'autre. Voilà. J'ai du mal. Non, mais ouais, voilà. Pas si libéré que ça encore. Et donc, vous n'êtes pas si libéré. Vous voyez, oui. Vous êtes... Non, mais j'en suis consciente déjà. C'est déjà ça, oui. Vous êtes un peu de science. Chaque fois qu'on vous écoute, on apprend toujours quelque chose qui nous semble évident et vous nous mettez en lumière. C'est intéressant. Oh, c'est gentil. Je suis ravie d'être une étoile qui met la lumière dans vos âmes. Je suis ravie. Merci, ça me touche. Vous mettez le doigt sur les choses. C'est incroyable. Oui. En tout cas, merci de ce que vous avez dit en introduction, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me révolte. Je sais que les enseignants, que beaucoup les médecins, certains médecins, etc., voient que des enfants vont mal, et pourtant, la société ne fait rien. Et moi, ça me met en révolte, ça. Donc merci de l'avoir dit en tant que professeur. Vous les voyez, vous, bien sûr, les enfants qui traversent un moment difficile. Et... non seulement ça, mais au nom de problèmes. Moi, j'ai un exemple très clair en tête. Un jeune qui s'est fait dénoncer pour harcèlement, alors que c'était pas du harcèlement, il disait des bêtises, comme souvent les jeunes de cet âge-là. C'était pas, voilà. Et il était dénoncé par des filles. Il était suivi par les enseignants qui sont arrivés à l'exclure de l'établissement, scolarité à la maison, et le gamin a très très mal fini. Et tout ça parce que on n'a pas. Et moi, j'ai alerté tout le monde. Hein. Personne n'a bougé. Les professeurs sont restés à l'écoute des quelques pestes qui voulaient sa peau. Et à 14 ans, ce gamin s'est retrouvé tout seul à la maison, à s'occuper de ses frères et sœurs. Vous voyez, on pourra. Ça pourrait être. Je sais bien. On avance, mais pas toujours dans la bonne direction. C'est vrai. En tout cas, faites ce que vous pouvez, Sarah. Vous êtes sur le terrain, faites ce que vous pouvez. Je suis sûre que vous le faites bien. Et il vaut mieux signaler pour rien et faire une erreur que l'inverse. Rappelons-le. Mais ça bouge pas. Hein. Vous pouvez signaler, ça bouge pas. Hein. Oui, vous savez, il y a tellement de dossiers. Notre parole n'est pas écoutée. Très souvent, ce sont des conseillers d'éducation, des gens extérieurs en fait. Un conseiller familial, il n'est pas dans le collège. Il vient une fois de temps en temps et il décide qu'ils en savent plus que nous. Et nous, quand on parle, ils disent vous n'êtes pas des professionnels. Et donc ils transmettent des informations entre eux, mais nous, ils nous transmettent pas. Ils estiment qu'on n'est pas des pros, alors que justement, on est au contact. Tout à l'heure, Brigitte disait quelque chose sur un chien et elle était toute émue. Je l'ai senti. Oui. Et vous voyez, moi, j'amène des animaux en classe. Et amener un animal, à amener une enfant, à me révéler tout un contexte familial, parce que je racontais que quand un chien va mordre, il faut faire attention. Et elle m'a dit, et elle est venue me voir après quoi, elle m'a dit, oui, mon père a tué mon chien. Et donc j'ai pris le temps.
Non, j'ai pris le temps de l'écoute et ce qui était extraordinaire, c'était tout ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire que le père avait tué le chien, mais le père avait battu la mère. Et c'est grâce à cet animal que la parole s'est libérée et que la petite a pu sortir de sa souffrance. Oui, non mais ça fait écho parce que dans l'enfant thérapeute, je raconte comment c'est un chien qui a sauvé ma mère en prévenant en fait les secours du drame qu'elle vivait chez elle et des maltraitances et du sadisme qu'elle subissait chez elle. Donc bien sûr, ça trouve un écho très très fort. Ce que et vous combien d'enfants, grâce à un animal, ont une sorte de tuteur dans des enfances assez terribles. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup de votre témoignage, Sarah. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et vous l'avez réclamé, il est là. Nous avons un homme avec nous, Samuel Dox et Philippe. Merci Philippe d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Et Samuel qui est avec nous aussi. Et Samuel, bonjour Samuel. Bonjour. Aucun problème, voyons, aucun problème. Allez-y, on vous écoute, je vous en prie. Du coup, par rapport au sujet de l'émission, moi j'ai eu une rupture il n'y a pas très longtemps et ça m'a déclenché une douleur et une émotion très très forte où j'ai senti que l'amour de ma mère, c'est là où je me suis rendu compte que l'amour de ma mère, l'affection de ma mère n'avait pas été présente quand j'étais jeune. Intéressant. Et du coup, ça m'a vraiment bouleversé. Et j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap. Bon, j'y travaille, je vois une hypno et une psy. Bravo Philippe. Bravo parce que ce chagrin d'amour, vous l'avez subi bien sûr. Hein. Il a failli vous perdre et vous avez su vous rendre compte que vous aviez besoin d'être aidé. Et donc c'est en ça que je dis bravo. Parce que c'est bien. Ça va vous permettre de grandir justement. Voilà, le tout c'est de réussir à bien construire tout ce qu'il faut pour vraiment essayer de passer ce cap-là, et c'est ça qui est assez difficile parce que tellement de souvenirs viennent se mélanger entre la petite enfance, l'adolescence et même l'âge adulte. Et c'est là où c'est compliqué à mettre en place et d'essayer de guérir ce genre de choses. Oui, mais la rupture, elle a lieu il y a combien de temps ? Il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi. Oui, c'est tout frais. Vous en avez pour 2-3 ans, hein, Philippe. Non, mais je veux dire, ça va aller mieux assez rapidement, mais il va falloir. Enfin, vous avez commencé le chemin et le chemin, il est sans fin. Hein. Donc, n'attendez pas des résultats. Laissez-vous guider tranquillement et prenez ce que chaque jour vous apporte. Hein. Oui, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Je me dis de toute manière, voilà, je conscientise tout ça et je le réalise, je le conscient. Donc du coup, ça m'aide vachement à relativiser, puisque même si je sais que ma mère, elle a fait son possible, mon père aussi, tout a été de leur maximum. Ils n'ont pas fait ça exprès, mais c'est sûr qu'un enfant blessé reste un enfant blessé. Faire quoi exprès ? Donnez-nous des détails. De pas avoir d'attention, d'affection et de mots tendres et de tout ça. C'est ce qui a manqué. C'est ce qui a manqué en vous. C'est ce qui a manqué pour moi, oui. Ce qui a manqué. Et peut-être que vous avez trop recherché l'affection avec cette femme qui vous a quitté parce que vous l'avez étouffée. Je pense pas. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on était un petit peu à distance. Déjà, on vivait pas ensemble, on était à distance et je pense qu'elle aussi elle a un petit peu de blessure. Et il y a aussi que ma mère était encore autour de moi et je pense que je l'ai ramenée à côté de moi, peut-être inconsciemment pour essayer de trouver encore son amour qu'elle pourrait me donner. Alors que bon, c'est pas à l'âge qu'elle a que je vais rattraper le temps perdu. Je pense, et vous disiez tout à l'heure, Brigitte, il y a une chose intéressante que j'ai percuté, c'est que vous disiez dans les relations amoureuses, le sexe était vraiment quelque chose où on allait chercher justement de l'amour. Et je pense que toute ma vie sexuelle a été un peu basée sur ça. Jusqu'à cette femme. Cette femme. Bienvenue au club. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. On s'en rend compte bien plus tard, même si je m'en suis rendu compte, il y a des moments où je m'en rendais compte, mais je le réalisais pas.
Oui, mais Alors que là, c'est vrai que- c'est important parce que le sexe est tellement encore tabou au fond. Mais c'est bien sûr qu'on recherche, on fait comme on peut, tous. et Absolument. toutes. Des compromis. Mais ça peut même devenir une addiction et douloureux, hein, le sexe, à un certain niveau. Quand on cherche trop justement à se réparer de ce côté-là, ça peut même devenir destructeur. Oui, parce que de toute manière, justement, on veut récupérer l'amour qu'on n'a pas eu. On se rend compte quand on fait l'amour, eh ben non, on l'a pas. Il n'y a pas de retour. Il y a rien. Donc c'est frustrant. Alors, On se dit que... il n'y a pas rien. Je crois qu'il faut être plus indulgent que ça avec vous et avec le sexe. Au moment où on fait l'amour, il y a quand même, où on baise, hein, si vous préférez, bon, qu'importe, il y a quand même des hormones qui sont relâchées dans le corps et qui sont aussi des hormones, notamment dopamine, endorphine, sérotonine, etc. Donc, ça nous donne quand même le sentiment à ce moment-là d'exister et d'être aimé, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de très fort, et donc ça nous permet aussi de nous sentir exister. Donc il se passe quand même des choses. Mais à un moment donné, on va nourrir, si je puis dire, le premier étage de notre besoin d'affection. Puis une fois que ce premier étage sera nourri, on va essayer d'avoir le deuxième. Et le deuxième, c'est un peu plus de la tendresse et de l'affection qu'on recherche. Et c'est vrai que dans des relations très sexes, on a le premier étage, on n'a pas le deuxième. Vous voyez, et je crois que c'est ça qui vous fait dire qu'on n'a rien. Parce qu'à un moment donné, vous avez espéré autre chose que juste du sexe. Oui, je pense bien. Oui. Et puis après, il y a ma part aussi. Je pense que j'apportais comme je sais pas ce que c'est, j'ai un espèce de blocage. Oui, vous savez pas communiquer avec les mots qu'il faut, et donc les femmes avec qui vous avez fait l'amour ont cru que vous faisiez juste un acte sexuel. Il faut savoir, vous savez, il faut savoir s'ouvrir, il faut faire tomber ses défenses. Enfin, c'est toute une vie, hein, d'être capable d'aimer. Oui, c'est là, tout un art. Vous couchiez avec d'autres femmes en parallèle de votre compagne ? Non. D'accord. Non. Avant, oui, ça m'était arrivé une fois ou deux. Surtout une compagne que j'avais qui était, c'est rigolo, c'était un mur, c'est-à-dire que je pouvais pas discuter avec elle, elle boudait. Et ça m'est arrivé une fois ou deux par craquage, parce que j'avais besoin de tendresse, j'avais besoin d'amour. Bien sûr. Et donc voilà. Je comprends. Oui, ça m'est arrivé. Vous découvrez votre besoin d'amour et l'enfant blessé que vous étiez. C'est chouette. Bravo. Absolument. Oui, c'est un bon travail à faire. Ça cicatrisera. Ce qui vous fait mal cicatrisera à force de travail sur vous-même. Et ça vous permettra de rencontrer quelqu'un qui soit digne de tout cet amour que vous avez à donner. Donc c'est bien. Exactement, oui. Bravo. Oui. Et puis vous venez de faire un don formidable, certainement à beaucoup d'hommes qui écoutent. Oui. Certainement, peut-être, oui. J'espère. J'en suis certaine. En tout cas, je pense. Et puis ça va faire du bien à beaucoup de femmes aussi, qui vont peut-être comprendre que de temps en temps, quand un homme fait l'amour avec, il cherche aussi de l'amour. Oui, je pense que souvent c'est comme ça. Mais oui, bien sûr que c'est comme ça. Merci beaucoup, Philippe. Ah oui, merci beaucoup. À vous. Puis vous avez un joli prénom, hein. Je ne cesse de le répéter. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve, on va parler des perversions sexuelles. Et ça, c'est pas faire l'amour, évidemment. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors Samuel Doc, le sexe c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est même parfaitement bien, voilà. Sauf que il faut faire attention aux pervers et aux perversions sexuelles. Donc c'est le propos de mon sexo conseil. Alors en matière de sexualité, vous le savez certainement, il y a ce qu'on appelle la norme. Ça ne signifie pas la même chose que le normal. La norme, c'est les pratiques sexuelles les plus répandues dans une société à un moment donné. Alors ça dépend évidemment de l'époque, mais également de la culture. Par exemple, on considère aujourd'hui que la sodomie est entrée dans la norme. C'était loin d'être le cas il y a un siècle, puisque c'était encore considéré comme une perversion. Bref, néanmoins, il y a quand même quelques pratiques sexuelles qui ne rentrent pas dans la norme, qui du point de vue de la sexologie, et là je parle bien de la sexologie, donc de la science de la sexualité, ne rentrent pas pour autant dans des pratiques perverses. Donc il faut bien faire la différence. Par exemple,
l'urophilie, aimer qu'on nous fasse pipi dessus, c'est considéré, c'est pas dans la norme, hein, ça va choquer énormément de gens, mais c'est pas pour autant qu'on va considérer que c'est une pratique perverse en sexologie. Si c'est entre adultes consentants, c'est pareil pour le sadomasochisme, etc. Oui. Alors là où ça se complique un peu, c'est qu'on va souvent considérer que, par exemple, le sadomasochisme, c'est une pratique perverse parce que c'est pas la nôtre. Hein. Absolument. Alors, qu'est-ce que je suis content de vous l'entendre dire. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Absolument. Et c'est pour ça que je crois que c'est bien de comprendre que souvent, on va considérer qu'une perversion sexuelle, c'est par rapport à nous, et donc c'est une observation subjective. Très bien dit. Alors, voilà ce qu'est une perversion sexuelle. Toute pratique qui serait contraire à la loi, comme évidemment la pédophilie, mais il y en a quelques-unes d'autres, hein, bien sûr. De même, un individu qui forcerait son ou sa partenaire à ne faire l'amour que à sa façon et uniquement pour son propre plaisir. Ça peut être notamment le cas lorsqu'une personne va obliger l'autre à aller en club libertin et l'obliger vraiment. Hein, voilà. En revanche, une pratique sexuelle en dehors de la norme, mais pratiquée entre deux adultes tout à fait consentants, ne doit pas être jugée comme perverse. Voilà. Bravo Brigitte, parce que dans une époque comme la nôtre, qui redevient étonnamment crispée sur le plan moral, on oublie absolument cancel culture et compagnie. Franchement, je vais vous dire, franchement, je suis fier de faire partie de cette émission. Je suis honoré par votre invitation. Pourquoi ? Parce que j'en ai assez qu'on stigmatise les fantaisies érotiques. Vous parlez, des uro, BDSM, fétiches. Ça fait de mal à personne. Quand il y a le consentement entre adultes, il faut arrêter de croire que parce qu'on refuse de voir ces dissidences sexuelles, elles n'existent pas. Merci Brigitte. Franchement, beaucoup de mes patients nous suivent, et je sais que beaucoup de gens nous écoutent. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui rappellent ça. Ce que vous faites là, ce courage-là de dire oui, il n'y a pas de normes sexuelles, il y a des variations érotiques, et tant qu'on s'est entre adultes consentants, développons notre sexualité, rêvons-la. Merci Brigitte pour ça. Mais je vous en prie. Bruno est avec nous. Merci Bruno de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour. On s'était déjà eu une fois. Bonjour, déjà Samuel, et bonjour Brigitte. Désolé. Bonjour. Voilà, je suis actuellement justement, j'ai eu un problème au niveau de mon boulot qui me rappelle justement ce que j'ai vécu dans mon enfance en fait. C'est-à-dire, oui. Le comportement de mon patron me faisait penser aux attitudes qu'avait ma mère vis-à-vis de moi en fait. Oui. Et du coup, j'ai essayé quand je rentrais chez moi, en fait, le soir, j'essayais de comprendre pourquoi je faisais ce parallèle. Je comprenais pas du tout. Oui. Et ça me mettait. Je me suis mis à. Ça fait 1 an, et là j'ai eu un burn-out là qui s'est déclaré. J'ai pété le câble, je ne supportais, j'étais fatigué moralement, et je suis en burn-out depuis 3 mois en fait. Ah oui. Voilà. Je comprends. Et vous savez, moi-même j'ai une grande tendance à l'épuisement professionnel. Je bosse beaucoup entre les livres, le cabinet, vous imaginez tout à fait. Et je crois que parfois, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on travaille d'arrache-pied pour plaire à un quelconque patron, c'est parce que on essaie de plaire aux parents qui ont fait défaut. Moi, je me suis rendu compte de ça. Alors là, j'ai réussi à inverser la tendance, évidemment, grâce à mon propre travail analytique. Mais j'ai su me dire, arrête Samuel, arrête d'essayer de suivre des injonctions pour plaire à un père qui n'existe pas. Et il faut savoir se mettre un stop et savoir d'abord prendre soin de soi-même. En tout cas, là, c'est votre corps qui vous l'a dit, le stop. Ah bah oui. Mais Bruno... En fait, c'est même le moral, quoi. Enfin, je me reconnaissais pas. Et je me suis reconnu dans... Enfin, mon attitude refaisait rechire des moments comme de la colère que je ne maîtrisais plus. J'ai eu des accès de colère qui m'ont fait peur à moi-même, parce que j'avais travaillé dessus. J'ai fait 2 fois de l'EMDR. J'ai fait pas mal j'ai vu beaucoup de psychologues.
Et là, je trouve que je suis retombé dans quelque chose que je n'aime pas. Mais vous savez qu'il n'aime pas du tout. Non, mais Bruno, vous savez bien qu'on travaille et puis on avance sur son chemin, comme on le dit depuis tout à l'heure. Et puis par moment, on rencontre un obstacle un peu important et on a l'impression qu'on régresse. Mais quand si vous regardez, si vous vous retournez et vous regardez d'où vous venez, vous voyez bien que vous avez avancé. Est-ce que ça vous ennuie de nous dire en quoi votre patron vous rappelait votre mère pour qu'on comprenne mieux et que les auditeurs comprennent bien? En fait, je vous avais expliqué la dernière fois que ma mère me considérait un peu comme un objet. Ça veut dire comme un faire-valoir. Elle me montrait quand elle changeait vite d'avis. Ça veut dire qu'au début, c'était bien, puis après, c'était pas bien. Ça basculait très vite, en fait. Et moi, le seul truc, c'était que ça se passe bien. Je prenais sur moi pour que toujours ça se passe bien. D'accord. Et je mettais beaucoup d'énergie. Oui. Mais c'est épuisant de toute façon. Quand de toute façon vous avez un jour une bonne note, le lendemain une mauvaise note pour la même chose, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est épuisant. Et c'est normal que si votre patron a agi comme ça avec vous, ça vous a renvoyé à quelque chose qui n'est c'est ça. C'est ça, et c'est très juste ce que vient de dire Brigitte, mais je vais vraiment vous donner une piste à creuser qui, moi, m'a beaucoup aidé et dont je parle dans l'enfant thérapeute. C'est que quand on est face à une mère comme ça, imprédictible, on va essayer de développer des stratégies de contrôle extrêmement fortes. Je suis sûr que vous êtes quelqu'un qui essayait de contrôler beaucoup tous les périls de votre environnement. Perfectionniste, voilà, j'aurais pu le dire, j'étais même en train de le faire. Attendez, je finis juste, sinon vous allez perdre mon fil. Donc, voilà, il faut pas trop contrôler, parce que plus vous allez essayer de contrôler, et plus ça va nourrir cette irritabilité, cette fatigabilité, et plus vous allez, je reprends vos mots, péter un câble. Il faut essayer d'accueillir vos émotions, de vous poser un peu, d'être dans ce prendre soin, parce que plus on essaie de contrôler quelque chose, et plus on le cultive. Vous comprenez ? Faut lâcher. Faut lâcher. Dans mon boulot, on me demande, enfin dans mes boulots, si vous voulez, parce que là je vais changer, c'est pas possible de vivre avec. Je peux pas être sous un patron qui est comme ça. Pour moi, puisque ça me renvoie trop à mon enfance. Du coup, je suis obligé de contrôler parce que j'ai peur. J'ai peur. Maintenant, j'ai eu. Oui, vous avez peur de quoi justement? De tout en fait. J'ai eu peur du public. J'ai eu peur de sortir. En fait, je suis suivi actuellement par un psychologue. Bien sûr, oui. Et je disais beaucoup que chez moi, c'est mon sanctuaire. Oui, mais Bruno, oui, parce que chez vous, vous pouvez enfin à peu près tenir debout. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre mère ne vous a pas permis de tenir debout. Elle vous a pas, puisque un coup vous balanciez à droite, un coup vous balanciez à gauche. Et il faut que vous compreniez que vous avez que ça oscille sans arrêt en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc dès que vous êtes face à quelqu'un qui va vous dire blanc et puis noir dans la même journée, à nouveau ça vous renvoie à ce manque d'enracinement. Donc ce qu'il faut faire, Bruno, c'est pas vous contrôler et pas essayer de chercher le plus possible, c'est aller travailler dans ce qui va vous permettre de vous enraciner. Je pense par exemple aux arts martiaux, je pense à des choses qui vont dans votre corps vous permettre de vous sentir toujours debout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? En fait, là, j'ai repris le sport qui me fait du bien. Ça fait un mois et demi. J'en suis certaine, oui. Mais pas n'importe quel sport. Il faut du combat ou du. Alors si c'est. Combat, non ? Oui, les arts martiaux, il y a des sports de combat dans les arts martiaux. Vous comprenez ? Il faut que vous vous sentiez capable de tenir debout. Au sens vraiment de bien enraciné. Et votre mère vous a pas apporté cette sécurité-là. Et c'est pour ça que dès que quelqu'un et ce que disait, alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À contrôler. Mais contrôler, ça vous use. Absolument. On peut pas contrôler l'incontrôlable, on peut pas essayer de toujours devancer l'avenir. Il faut vivre l'instant quand il se présente. Et là, vous parlez de ce repli chez vous, de cette angoisse qui surgit face à votre patron. C'est intenable. Il faut le relaisser de la place à l'imprévu et essayer peut-être de commencer en lâchant sur des petites choses du quotidien. Par exemple, quand vous pliez des choses chez vous, le ménage ou quoi. Et vous rendre compte que se lâcher le contrôle n'est pas dangereux pour que vous puissiez l'étendre peu à peu à l'ensemble des domaines de votre existence. Et puis, il y a une chose qui marche très
très très bien. Quand on se sent comme ça vaciller, pour reprendre mon image, il faut respirer profondément, respirer dans le ventre pour bien montrer que on est en soi et que on va pas être emporté par la tempête qui tout d'un coup nous donne l'impression d'être envahi. Bon courage Bruno, mais ah oui, bon courage. Pour l'instant déjà, remettez-vous de votre burn-out, c'est l'essentiel. Se calmer. On vous embrasse Bruno, merci. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Samuel Doc est avec nous, nous parlons des blessures d'enfance et il faudra refaire cette émission. Samuel, on a beaucoup d'appels, on va essayer de prendre Céline et Aurélie qui sont là. Céline, bonjour. Oui, bonjour. Merci, on vous a fait attendre en plus. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Voilà, en fait, moi j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais allez-y, on vous écoute. On a été tous enfants thérapeutes dans la fratrie, mon frère et mes 2 sœurs. Et ça a été plutôt difficile, en tout cas en étant enfant, ça a été difficile. Et en étant adulte, eh bien, non, on a trouvé, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour mes sœurs et mon frère. Je suis un peu enrhumée, excusez-moi. Et du coup, j'ai toujours cherché un équilibre, en fait. C'est un petit peu ma porte de sortie, on va dire. J'ai recherché un équilibre entre quoi et quoi? Voilà. Pour le manque d'amour, de sécurité, de tout, puisque en fait on a été enfant thérapeute parce que ma maman était alcoolique, mais on l'a su bien plus tard parce que mes parents ont divorcé, j'avais 5 ans. Et donc on a au fil du temps compris, mais on a été placés parce que mon père n'a pas voulu s'occuper de nous. Donc placés dans la même famille d'accueil ou séparés? On a été séparés, oui, c'était sûr. Puisque en fait mon frère, on est du même père, mais on est tous de pères différents, mis à part mon frère. De mères différentes, vous voulez dire? Non, vous avez dit de pères. Ah ok. Bon. D'accord. Ouais. Alors vous cherchez l'équilibre, j'imagine. Vous cherchez l'équilibre, j'imagine, entre un peu d'amour avec quelqu'un et en même temps un peu de sécurité toute seule, c'est ça? Moi, tout ça, j'ai trouvé toute seule. J'ai pas eu besoin de quelqu'un pour trouver ça. Parce que j'avais certainement la force, certainement. Mais mon frère, lui, il a vécu un traumatisme, lui, beaucoup plus grave. C'est pour ça que je l'ai accompagné, en fait, et qu'on a été placé à la Dallas et qu'on a été suivi par des psychologues. Quel traumatisme? Et en fait, c'est mon frère, donc, qui a vécu l'inceste. Avec le père? Kidnappé, non, pas du tout, pas avec le père, avec un inconnu. Donc c'est pas un inceste, mais enfin c'est un abus. C'est un viol. C'est un viol. Non, mais c'est pas grave. Oui, mais Céline, c'est terrible pour votre frère, mais c'est vous qui appelez, et donc j'ai envie de vous dire, c'est pas parce qu'il a peut-être vécu quelque chose de pire que vous allez bien, et peut-être que vous allez moins bien que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de penser à vous et de travailler sur vous, même si vous pensez que votre frère va plus mal que vous. C'est une belle analyse. Oui. C'est vraiment important ça, parce que chacun a son fardeau et il ne faut pas, sous prétexte que l'autre a un fardeau plus lourd, laisser son fardeau de côté. Oui. Non, mais bon, je sais pas, j'ai jamais eu besoin forcément j'ai jamais ressenti en tout cas le besoin d'être suivi ou quoi que ce soit. Parce que j'ai recherché l'équilibre et parce que vous êtes l'enfant thérapeute de votre frère. Voilà, vous avez fait un transfert. Mais le risque quand on est enfant thérapeute, surtout, vous voyez, c'est de reproduire cela. J'en parle très bien dans mon ouvrage, évidemment, parce que comme on a vécu des blessures, on peut attendre de la génération d'après qu'elle nous répare et ainsi qu'elle devienne elle-même enfant thérapeute. Et c'est ça le problème. C'est que c'est souvent une souffrance intergénérationnelle. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a eu une résilience de tous côtés, c'est-à-dire la résilience déjà de ma mère alcoolique, dépendante aussi à l'affection, à tout ça, tout ce qu'elle n'avait pas eu. Comment ça résiliente alors? C'est-à-dire qu'elle aurait guéri spontanément, vous voulez dire? Non, mais nous on a été derrière, si vous voulez, on a réparé parce que c'est le sentiment que j'ai eu. Mais on peut pas.
On peut pas réparer ça. Vous pouvez pas réparer l'alcoolisme de votre mère, les blessures qui ont conduit à cet alcoolisme-là. Non, ça c'est un mythe. Ce que je veux dire, c'est que ça s'est pas répété. Nous, on n'a pas été alcooliques. Ah oui, d'accord. Voilà, bah par donc, exemple. on parle de choses différentes. C'est ça que je voulais dire. Oui. Oui. Et ensuite comment dire, il y aurait beaucoup à dire. Mais voilà. vous allez bien, Céline? Vous vous sentez heureuse dans votre vie? Oui. Vous vous aimez? Ouais. Bon. Ah oui, moi je m'aime, oui. D'accord, Oui, d'accord. oui. Et alors, qu'est-ce qui, dans votre enfance, a été votre bouée d'oxygène? Qu'est-ce qui vous donnait, qui vous mettait en joie? C'est peut-être les gens que j'ai rencontrés, les bonnes personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Oui, mais on peut rencontrer un chien. On en parlait, on y revient. C'est le fil rouge de l'émission, on dirait. Wow. Mes grands-parents, parce qu'ils m'ont quand même tendu la main, même si ça n'a pas été à 100%, mais c'est pas grave. C'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler parce que moi je le vois dans mon travail. Souvent les grands-parents peuvent être des interlocuteurs d'une grande qualité et un peu en dehors de tout le marasme de violence, de pulsion. Et ce sont des sauveteurs des fois. Donc en effet, vous allez. C'est pas parfait non plus. Personne n'est parfait. Non mais ça, personne ne l'est. L'amour et l'affection, il n'y en avait pas. Ah mince. Ah oui, donc ils l'ont pas. Non mais vous avez rencontré, vous l'avez dit. Bon, le chien, alors ça, il vous donne de l'affection à 100%, il n'y a pas de souci. Et puis des bonnes personnes, vous l'avez dit. Donc c'est ça qui a permis sans doute que vous alliez bien. Et c'est peut-être un message très positif en fin d'émission que je suis contente d'entendre. Parce qu'on sent, oui, que vous allez bien. Et puis j'ai l'impression qu'il y a chez vous aussi cette part d'enfant qui reste là et qui est capable de s'émerveiller sur je sais pas, un rayon de soleil, quelque chose de... Non ? Je me trompe ? Je suis tout à fait comme ça. Ah, oui. C'est ça, oui. C'est mon équilibre. C'est votre équilibre. Et ça, vous savez que c'est une chance extraordinaire et c'est un don de Dieu que vous avez là. Et puis ça développe une sensibilité. Oui. En fait, les expériences, ça a développé plein de choses. Je sens les personnes qui vont bien, qui sont fausses, qui sont... c'est fou, mais... Et vous faites confiance à votre intuition, bravo. Oui, vous avez votre guide intérieur qui vous permet de traverser, de naviguer, comme on le disait tout à l'heure. Exactement, c'est un voyage que cette vie. Eh ben merci d'avoir pris la parole parce que ça montre aussi que malgré, encore une fois, une enfance désastreuse, on peut aller bien. Et moi, je suis ravie aussi d'entendre le témoignage de Céline. Aurélie, il nous reste peu de temps, mais je suis ravie de vous avoir en ligne pour conclure. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes toute jeune, vous avez 26 ans. J'ai 26 ans, oui. Du coup, moi, pour un peu vous expliquer mon contexte, j'ai grandi du coup avec mes parents, avec un grand frère et une sœur jumelle. Mais malgré ce cadre normal, mon père n'était pas du tout un père normal, peut-on dire. Il est décédé là depuis 3 ans. C'était une enfance avec beaucoup de disputes, la police qui est déjà venue à la maison, il est parti en hôpital psychiatrique, j'ai fini à l'hôpital à cause de lui. Et du coup, se construire comme ça... Vous avez fini à l'hôpital parce qu'il vous a battu ? Non, parce qu'il y avait une dispute qui avait pris une ampleur énorme et j'ai cru qu'il allait tuer mon frère. Et du coup, à ce moment-là, je faisais beaucoup de cauchemars et du coup, j'avais un médicament pour m'aider à mieux dormir et pas faire de cauchemars. Et en fait, il était en train d'étrangler mon frère. En même temps, il balançait un pichet en verre à la tête de ma mère. Du coup, j'ai paniqué. Je suis allée prendre le médicament pour que tout s'arrête. Du coup, j'ai pris mon médicament et je leur ai dit j'ai pris un médicament parce que du coup... Pour vous suicider ? Non, à ce moment-là, non, c'était juste pour arrêter en fait ce qui est en train de se passer parce que vraiment, je pensais qu'il allait tuer mon frère et ça prenait une ampleur. Sauf que comme c'était un médicament pour dormir, en fait, mon cœur, il a... d'où le fait que je parle de suicide, oui. Voilà, mais de base, c'était vraiment pour arrêter. Par contre, il y a découlé de ça dans ma construction. Et vous aviez quel âge quand vous vous retrouvez à l'hôpital ? 13 ans, je crois. 13 ans. Aïe. Ah oui. Si, ça, il faut que vous puissiez l'entendre. Ça s'apparente à une forme de tentative de suicide. Ça, il faut que vous l'entendiez. Quand on prend un médicament pour que ça s'arrête, même si on a du mal à l'accepter, là, je vous fais un cadeau analytique, je vous aide. Ça, c'est un appel à l'aide de mort, en fait. À 13 ans, on sait. Vous le saviez que c'était dangereux. Et que ça, voilà. Honnêtement, je n'ai pas analysé. Je sais qu'il fallait qu'en fait, que cette situation s'arrête et qu'il lâche mon frère. Et du coup, en fait, ça a arrêté effectivement le truc. Mais voilà. C'est très grave en tout cas. Mais oui, mais vous étiez prête à vous sacrifier pour que votre frère se sauve.
Eh ben, c'est bien ce que vous dit Samuel. Hein. Oui, voyez le déni. Voyez. Mais c'est parce que surtout que, après, moi j'ai fait vraiment 2 tentatives de suicide par la suite. Après que mon père soit mort, qu'il soit mort. Oui, là c'était confirmé. C'était une toute petite tentative de suicide à 13 ans. Et bah oui. Après, c'est arrivé que de construire quand un élément était là, il était toujours là, mais c'était hyper dur. Mais Aurélie, votre témoignage est très fort parce que ça montre bien à quel point vous étiez dans la peur et donc absolument pas dans la sécurité. Vous imaginez à 13 ans de préférer que tout s'arrête tellement on a peur. Oui. Parce que c'est ça aussi, Aurélie. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de descendre de cheval tellement j'avais peur de tomber et de me faire mal. Et c'est stupide. Mais c'est quand la peur est trop forte, on est capable de se faire très, très, très mal. Et c'est ça qu'il faut que vous entendiez. Je suis une pro dans ça, malheureusement. Oui, on l'entend, c'est pour ça qu'elle vous dit ça. Mais forcément, Aurélie, dans votre vie, vous êtes capable de vous faire très 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 mal parce que vous avez été imprégnée de cette peur. Oui. Et il faut rejeter ça, il faut rejeter ce regard mortifère introjecté. Il faut le travailler ça, parce que vous risquez d'avoir un accident grave de voiture, vous risquez d'avoir... Vous comprenez ? Ah ben voilà. Et ben voilà. Bravo Brigitte. Bah oui, mais c'est pas drôle, Aurélie. Non, parce que moi... Non, pas du tout. Ouais, mais c'est vrai que non, mais du coup, l'exemple était bon. Oui, mais donc travaillez ça pour vous en sortir. Ça se travaille, Aurélie. Oui. Mais pour le coup, après c'est vrai que c'était compliqué. Mais après, moi, je sais que j'ai fait sur des années, j'ai fait un énorme travail sur moi. Ça fait des années que je me force à aller voir des personnes pour essayer de comprendre aussi comment moi maintenant je fonctionne, parce que je sais très bien comment je fonctionne depuis que mon père est mort. Je fonctionne très mal. Et Aurélie, faites les thérapies que vous voulez. Moi, j'ai pas à juger quelles sont les bonnes et mauvaises thérapies. Il y a des bons thérapeutes et des mauvais. Hein. Mais travaillez sur votre corps. Moi, je vous conseille. Alors, le yoga, ça sera peut-être trop lent pour vous, mais essayez de trouver quelque chose au niveau du corps qui va vous permettre d'habiter votre corps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je vois. Oui, mais c'est ce qu'on dit souvent, parce qu'il faut un peu comme se recentrer. Il faut s'incarner. Oui. Et vous voyez, pour compléter ce que dit Brigitte sur le corps, bon là je vais aller sur quelque chose peut-être d'un peu plus dur à entendre pour vous, mais s'il y a des tentatives de suicide, je suis obligé de le dire, c'est presque de notre responsabilité si je puis dire, s'il y a comme ça des tentatives de suicide, s'il y a des accidents, et je l'entends, vous parlez très vite, s'il y a ce côté un peu up, ça peut parfois valoir la peine de ne pas voir de psychologue ou de psychothérapeute, mais de voir un psychiatre pour voir s'il y a besoin aussi d'un traitement, de quelque chose qui vous aide à souffler un peu, à baisser, ne serait-ce que dans un virage un peu difficile de votre existence. Mais là, on entend qu'il y a quand même une grande douleur, un grand feu quand vous parlez. Et ça mérite parfois de voir un médecin psychiatre aussi, vous voyez ? En tout cas, merci d'avoir appelé, Aurélie. Merci beaucoup. Et on vous a entendu et on est là. Tenez bon. Restez avec nous. On va se dire au revoir et merci. L'enfant thérapeute, c'était le fil rouge de cette émission très touchante. C'était sorti aux éditions Plongée. J'étais très touchée par tous ces témoignages et par votre apport, Samuel. Merci beaucoup. Demain, on sera avec Seymour Bruxelles. Justement, on va parler du corps, les messages que nous envoie le corps. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. À demain. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.